Alors donc Christelle Gauzet, donc moi je vous connais, je pense que peut-être dans l'audience les gens vous connaissent comme candidate dans koh. C'est ça. Mais on peut pas parler, je peux pas vous poser des questions sur le dénouement de la saison malheureusement. Sur le dénouement, non, mais vous pouvez poser d'autres questions, on verra. Alors ça on en posera quelques-unes, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout parce que vous êtes présidente des Fidèles. Alors justement, votre parcours il est très atypique avant même koh parce que vous avez été fonctionnaire de police et vous avez en fait, comment on peut dire, challengé votre hiérarchie qui ne voulait pas que vous participiez à koh. Et comment on en vient finalement à passer de fonctionnaire de police, candidat dans koh et finalement président des Fidèles. C'est quoi le fil conducteur de ce chemin-là? Le fil conducteur, c'est l'aventure, c'est le challenge. J'ai été fonctionnaire de police pendant 18 ans. Et pendant ces 18 années, j'ai vécu une aventure incroyable qui est koh en 2008, que j'ai gagnée. Et je suis revenue avec une confiance en moi incroyable, grâce au regard de mon entourage et des gens qui ont changé mon regard sur moi-même en me disant que j'étais capable de faire des grandes choses. Mais je suis restée quand même dans la police après koh. J'ai frappé à la porte de la PJ, j'ai frappé à la porte de la protection des personnalités. Et malheureusement, j'ai eu des portes qui se sont fermées sur ce dernier service, la protection des personnalités, parce que j'avais fait koh et que je n'étais plus un flic à part entière. Et ces portes s'étant fermées, j'ai regardé ailleurs et j'ai vu une fenêtre ouverte sur un autre avenir, celui qui m'anime aujourd'hui, d'organiser des raids sportifs féminins et solidaires et de pouvoir transmettre mon expérience à toutes ces femmes qui manquent de confiance en soi et qui ont un vrai potentiel en elles. Et j'essaye de les révéler à elles-mêmes. Pardon. Justement, vous n'êtes pas en train de parler des Fidèles quand vous parlez de raids féminins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue l'idée? Comment elle est née en vous, cette idée, cette volonté de le faire? Parce que vous avez parlé de koh, mais je crois que ça s'est fait 6-7 ans après koh. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ça a pris du temps. Oui, oui. Donc ça s'est fait 6-7 ans après koh. En fait, après koh, on m'a invité à participer à des raids sportifs. Donc j'ai accepté. Avant, j'étais une petite sportive du dimanche. Je m'entraînais pour pas grossir, parce que ça me faisait du bien. Mais après koh, j'ai fait des marathons, des semi-marathons. Et de là, des raids féminins également. Et c'est vrai que pendant ces 8 années de flic, je me suis dit, pourquoi pas organiser mon propre événement féminin avec une dimension solidaire, parce que j'ai besoin de me sentir utile, comme quand j'étais flic. Là, il y a une dimension solidaire qui est la prévention du cancer du sein. C'est Octobre Rose tout au long de l'année chez moi. On sensibilise les femmes à l'autopalpation, en soutien à l'association Keep a Breast. Et puis il y a la dimension écologique également, puisque... Allez vous en parler parce que c'est 100% sans plastique, c'est ça? Voilà, donc nos événements sont sans plastique. Et puis on a un cahier des charges à respecter. C'est-à-dire qu'on essaye de dire aux filles, venez plutôt en covoiturage, le train. Et puis sur place, pas de plastique, et on fait un ramassage de déchets à la fin de chaque événement. Alors on va ramasser les déchets, ça va rien changer malheureusement parce qu'il faut réduire les déchets à la source. Mais le fait de faire de l'action, c'est là où on se rend compte. On se rend compte que c'est un suicide collectif en fait, ce plastique. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. Quand on mange du poisson, on mange du plastique. Après, il n'y a pas que cette pollution-là, il y a la pollution numérique. Du coup, moi, je me renseigne sur toutes les pollutions qui existent. Mais si chacun fait sa part, si chacun fait un geste, je pense qu'on pourra peut-être s'en sortir. Est-ce que vous pouvez nous donner en détail comment se passe un raid sur l'organisation? Combien de jours? Vous partez où? Comment vous mangez? Comment vous vivez? Il y a combien de filles? Répondez à toutes ces questions d'un coup. Je vais répondre à toutes ces questions. Donc, les raids des Fidèles se font en binôme. Et je limite à la participation à 60 binômes, donc 120 femmes au grand maximum, sur chacun des événements. Alors du coup, il y a une liste d'attente, mais je vais multiplier les destinations en France et à l'étranger. Mais l'étranger, à cause du Covid, on va patienter un petit peu. Et donc là, ça dure 3 jours de nuit, 2 jours d'épreuve. Donc le vendredi, les filles arrivent. Vendredi après-midi, première épreuve. Samedi matin, deuxième épreuve. Samedi après-midi, troisième épreuve. Et le dimanche, c'est dédié au bien-être, à la découverte du lieu également du raid et au ramassage des déchets. Et puis, il y a toujours des petites surprises. Ce que je fais sur mes raids, c'est que je n'annonce pas vraiment le kilométrage exact pour un peu déboussoler les filles, pour qu'elles puissent sortir de leur zone de confort. Parce que c'est ça que j'essaye de chercher sur ces raids-là. Et puis, il y a tout le côté bien-être, qualité du raid. Là, le prochain, c'est sur l'île d'Oléron. Elles vont arriver dans des endroits somptueux. Il y a du sable, c'est difficile. Mais elles vont pouvoir déguster les huîtres marraines Oléron. Elles seront au Novotel
Oléron, avec un endroit magnifique. En fait, vraiment, on allie vraiment le bien-être à la zone hors confort. Est-ce que vous leur conseillez une petite préparation avant de venir faire le défi ou elles viennent vraiment en freestyle? Ouais, je leur dis, vous pouvez venir en freestyle. Alors, c'est ambitieux, parce que ce n'est pas facile, mais je dis que toutes les femmes sont capables, même en marchant vite. À partir du moment où elles s'inscrivent sur les raids des fidèles, elles ont un objectif. Et cet objectif-là, en plus, elles vont le faire à deux. Donc, elles vont aller s'entraîner avant le raid d'elles-mêmes, sans même que je leur dise, vous devez courir tant de kilomètres, ou nager, ou faire du canoë. Elles le font naturellement, pas de pression. Parce que si je leur donne un programme, elles vont avoir de la pression. Je ne veux pas de pression, je veux qu'elles se sentent bien. Et malgré tout, elles iront au bout, je n'ai jamais d'abandon. Et justement, si vous avez créé ce défi, vous en avez parlé, c'est parce que vous-même, vous avez appris à dépasser vos limites physiques, entre guillemets, ou du moins les limites qui étaient dans votre tête. Koh Lanta vous a aidé. C'est quoi les leçons qu'on tire d'une expérience de la première? Donc c'était celle de 2008, c'est ça que vous avez gagné. Quelles leçons vous avez tirées immédiatement sur place? On se pose tous la question de comment ça se passe, moralement, physiquement, quand on dépasse comme ça ses limites. C'est quoi les leçons que vous avez tirées et qui, en fait, existent toujours dans des fidèles, j'imagine? Oui, alors les leçons, c'est que on est capable de résister. L'être humain est une vraie machine de guerre et s'adapte aux difficultés liées à la nature ou à la faim. Effectivement, la faim est très difficile sur Koh Lanta, ça joue sur le mental, mais au final, le corps résiste. Et on peut se suffire de peu pour être heureux aussi, ne serait-ce qu'avec une tenue, puisque dans Koh Lanta, on a juste un pantalon, 2 paires de chaussures, 2 paires de sous-vêtements et puis un vêtement, un haut. Alors on est sale, c'est vrai, mais c'est pas grave. On est habillé, on construit une cabane. Vraiment, je pense que on se suffit de peu et c'est vraiment vers cela où on doit aller, c'est-à-dire arrêter la surconsommation. Là, je repars dans l'écologie, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup. Et puis il y a la force du collectif aussi, j'imagine. C'est pour ça que des fidèles aussi est important, c'est qu'il y a une volonté ensemble de le faire en fait. Il y a aussi ça. Alors la force du collectif dans Koh Lanta, ça désirait... Je parlais plus des fidèles. Ah d'accord, ok, parce que dans les règles du jeu, on doit s'éliminer, il n'en reste qu'un. Alors au départ, effectivement, on avance en équipe. Une transition entre les deux, quoique ça s'est bien passé sur le camp des femmes pour l'instant. Sur les camps des femmes, vous savez des choses qu'on ne sait pas. Mais bien sûr. Après, vous ne voyez pas tout. Il y a un montage qui est fait, mais naturellement, voilà, les femmes entre elles vont au bout du monde, iraient au bout du monde. Mais après, il y a l'émission Koh Lanta et les règles qui font que ces alliances se défont. Mais effectivement, des fidèles, c'est la solidarité, c'est la bienveillance, c'est une énergie positive. Moi, c'est mon moteur. Quand je fais un raid, c'est difficile à organiser, mais je reviens, mais comme une pile électrique, j'ai envie de partir, de parcourir le monde et d'amener toutes ces femmes et ces hommes, parce que je dois le dire. Donc déjà, je suis entourée de bénévoles hommes et femmes. Mais dans l'idée, c'est aussi d'organiser des raids mixtes. L'ADN sera toujours féminin, mais il y aura des raids mixtes. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui vont amener les hommes à faire les raids des fidèles. Et j'aime bien cette idée-là. C'est une super idée. En tout cas, moi, en tout cas, ça me donne envie de participer au défi fidèles. Donc, je vais voir si je vais pas me préparer un petit peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne continuation. Merci. Et puis, je vais regarder la suite de Koh Lanta, voir comment ça se finit. J'y suis encore. On va tous regarder. C'est pour ça que je peux pas trop vous en demander. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.